Est-ce une telle limitation de cette formidable nouvelle caméra, la C300, que cet échantillonnage qui se fait sur 8 bits au lieu de 10 bits? Ouais, d'accord. Alors, en fait, il faut replacer la caméra dans son contexte, je dirais, marché d'aujourd'hui, où on va dire 80% des outils de tournage qui sont utilisés sont des outils qui font du 4.2.0. Alors soit en MPEG 4, soit en MPEG 2, peu importe, mais ça reste une compression 4.2.0. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense pas que sur le repère il y en ait beaucoup, c'est au niveau de l'échantillonnage couleur que ça va se jouer. Donc en fait, du coup, pour compenser en fait ces limitations d'outils de tournage, on a eu recours ces dernières années à un certain nombre d'enregistreurs extérieurs, les Key Pro Mini étant les plus connus, qui permettent de contourner les limites qui étaient fixées par les constructeurs. Donc là, vous avez du 4.2.0 24 sur une caméra gros capteur, pour ne pas citer la Panasonic. Évidemment, en mettant un Key Pro Mini, via une sortie 10 bits, vous allez obtenir du 4.2.2 avec un débit qui lui va être à 180 mégabits, je crois, sur le Key Pro. Donc, et ça permet de contourner une limite du constructeur. Sachant que la norme broadcast et malgré tout cinéma via le HD Cam, etc., se fait en 4.2.2.50. Donc à partir du moment où nous on construit un outil qui est directement en 4.2.2.50, c'est vrai qu'on juge moins utile l'utilisation d'un recorder extérieur. Pourquoi ? Toute l'origine du concept du produit est faite sur une volonté de taille réduite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui le succès des EOS, c'est un cadreur qui part avec sa caméra dans le sac à dos, sur un scooter, sans éclairage, et que c'est un peu ça malgré tout, la majorité des utilisations. Qu'un enregistreur c'est un fil à la patte, c'est des cartes supplémentaires, c'est un coût supplémentaire, puisque ça vaut à peu près dans les 2000 euros, 2000-2500 euros, tout ça pour obtenir un codec qui en termes d'échantillonnage est le même, 4.2.2, encore une fois, avec un débit supérieur. Donc, nous, ce à quoi on s'est retrouvé confronté quand on a développé cette caméra, c'est un problème de privilégier la taille envers et contre tous. C'est-à-dire qu'à un moment, la simulation d'un vrai 10 bits, et je reviendrai là-dessus sur ce qu'est un vrai 10 bits, on l'a faite. La caméra, forcément, elle avait deux inconvénients majeurs. C'était sa taille, qui devenait plus imposante, et surtout le ventilateur qui servait à faire tourner l'ensemble, qui du coup, là où honnêtement, et ça Michel, je pense que tu le verras sur les tests de la caméra, puisque tu es quand même le premier à la tester aujourd'hui en Europe, c'est un ventilateur qui ne fait pas de bruit. Peut-être dans un an, il en fera à l'utilisation, mais ça se règle, mais aujourd'hui, il n'en fait pas. Donc on avait ce souci de bruit permanent et de taille produit qui allait augmenter par rapport au respect, entre guillemets, d'un 10 bits conventionnel comme le font les autres. Là, on a fait le choix de ne pas subir une augmentation de la taille et du bruit de la caméra, mais évidemment, comme tu le sais, il y a un gros travail de recherche qui a été fait sur ce produit-là, et on s'est posé la question. On ne s'est pas dit, on va mettre un super capteur 4K, un super processeur Digic nouvelle génération, une ergonomie caméra top, et puis on va la saboter à la fin avec du 8 bits, qui est beaucoup moins bien que du 10 bits. Non, il faut savoir que Canon fait partie des gros de la recherche et développement aujourd'hui, puisqu'on est numéro 2 derrière IBM, et qu'en fait, dans le travail d'algorithme de cette caméra, on s'est arrangé pour qu'un 8 bits, sorti de cette caméra via un recorder externe, permette d'obtenir quelque chose au moins équivalent, en tout cas du 10 bits des caméras entrée de gamme. Si on parle des caméras haut de gamme, que sont les PIC, l'Alexa, etc., là c'est autre chose. Mais sur les caméras actuelles dans ce créneau de marché, effectivement, on n'a pas à rougir. Maintenant, quoi qu'il en soit, on ne vend pas cette caméra en plébiscitant l'utilisation d'un recorder extérieur. Encore une fois, on parle de taille. Un recorder extérieur, c'est une taille additionnelle. Si on l'a faite aussi petite, c'est pas pour que les gens se plombent avec un accessoire supplémentaire qui en plus leur coûte de l'argent. Donc nous, on pense que 90% des utilisations qui peuvent être faites avec cette caméra vont se faire en 4.2.2.50. Codec qui finalement n'est pas si connu que ça, puisqu'il n'existe pas dans le créneau de 10 à 15 000 euros. Le premier prix qu'on a en 4.2.2.50 aujourd'hui reste, pour ceux qui connaissent, une XD-Cam HD type 700 Sony, qui est une caméra à 25 ou 30 000 euros sans objectif. Donc il y a malgré tout une méconnaissance de ce qu'est un enregistreur natif en 4.2.2.50. Donc le message, il est très simple. Si à un moment il faut aller au-dessus du 4.2.2, ça c'est un autre débat. C'est peut-être un autre produit, c'est aussi un autre budget. Mais aujourd'hui, en 4.2.2.50, on pense
pouvoir répondre à 90% des demandes. Est-ce que c'est le codec de Spider-Man 5? J'en suis pas certain du tout. Est-ce que c'est le codec du dernier film de Kassovitz qui a été tourné en 2/3 de pouce complété par un EOS 5D en 4.2.0 MPEG-4, je le rappelle quand même, et qui est diffusé dès cette semaine en salle? De tous les films de Cannes qui ont été en compétition cette année, il n'y en a que 3 qui n'avaient pas recours à un EOS. Donc à un moment, le 4.2.0 avec des problèmes de moiré, etc., a quand même des beaux restes. Donc le 4.2.2.50, il faut que les gens se forment à ce que c'est exactement aussi et regardent. À un moment, tu en es la bonne preuve, tu étais à Hollywood, tu as vu par toi-même dans une salle qui est quand même assez mythique, la salle Paramount, sur grand écran ce que donnait le 4.2.2.50 natif, puisque c'était monté sur CS5 en natif, sans recorder extérieur. Ça reste quand même largement à la hauteur de tous les autres films qui n'ont jamais été diffusés dans cette salle. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est qu'il y a une polémique qui est effectivement qu'on n'a pas vu venir. Je trouvais honnête de la part de Canon de communiquer sur le fait que la sortie SDI était en 10 bits, de la même façon que si on met une source 720p sur un téléviseur, le téléviseur l'affiche 1080p. Après, on a l'honnêteté ou non de dire ma source est en 720p. De la même façon, cette sortie SDI respecte la norme 10 bits, qui est une norme. Mais il y a une extrapolation entre le 8 bits de la caméra et le 10 bits qui sort vers un enregistreur. Encore une fois, c'est une démarche honnête, par contre, qui a été faite en toute connaissance de cause pour contourner ce problème sur lequel on a travaillé en tout et pour tout pendant 6 mois, sur la capacité qu'on avait à faire un 8 bits aussi bon qu'un 10 bits pour pouvoir maintenir l'absence de bruit et la taille. Donc il faut faire confiance à un moment à un constructeur qui essaie d'innover, encore une fois sur le marché aujourd'hui. Dans la tranche de 10 à 50 000 euros, si on enlève quelques fabricants qui ont fait des annonces récentes, aujourd'hui il y a des capteurs 3 millions de pixels, 4 millions de pixels, on est à 8. Il y a des caméras 4.2.0 en MPEG-4 ou en MPEG-2, on est en 4.2.2.50. On a des aides à la mise au point, on a des waveforms intégrés, on a un log intégré, ce qui est un plus et qui est gratuit. Il n'est pas gratuit parce qu'il faut acheter la caméra, mais malgré tout, il est compris dans le prix. Donc je pense que côté innovation, on a fait nos preuves. L'idée, c'est que maintenant, laissons vivre le produit. Il va commencer rapidement à être disponible. On a 2 modèles de démo qui arrivent progressivement en France, des journées portes ouvertes qui sont organisées. Si demain, la seule limitation de ce produit est de ne pas pouvoir avoir recours à un extérieur au niveau de l'enregistreur, c'est pas gênant. Ça correspondra juste à 90% de l'utilisation qui sera faite de la caméra.